Bonsoir, nous débutons aujourd'hui une série d'émissions sur le grand port maritime de Guadeloupe afin de mieux faire connaître cet acteur majeur de l'économie guadeloupéenne, son histoire, son fonctionnement, son développement, mais aussi les défis qu'il doit relever. Pour ce premier rendez-vous, nous serons accompagnés de Madame Michèle Montantin, ex-PDG de SACIBA, présidente de l'Union maritime et portuaire de la Guadeloupe, membre fondateur du cluster maritime de Guadeloupe, membre du conseil d'administration du Parc national de la Guadeloupe, également membre d'honneur de l'UDMEDEF Guadeloupe, dont elle a été la présidente entre 2013 et 2014. Également pour nous accompagner, M. Amédée Adélaïde, chef d'entreprise, président du port de 1995 à 2005, ancien président de l'Union des moyennes et petites entreprises, membre puis président de la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre, c'était entre 1991 et 1997, et également ancien président de la Société immobilière de Guadeloupe. Également avec nous, bien évidemment, M. Yves Salin, président du directoire du Grand Port Maritime de Guadeloupe depuis 2014. On commence par vous, M. Salin. Guadeloupe Port Caraïbes a été primé le 8 novembre dernier au concours de l'Union des ports européens sur le thème de l'implication des ports dans l'art et dans la culture. C'est une distinction qui est importante pour la communauté portuaire? Oui, c'est une distinction extrêmement importante, au moins pour deux raisons. La première d'entre elles, c'est une reconnaissance au niveau européen. Nous étions en compétition avec 13 grands ports d'Europe, alors évidemment d'Europe continentale au premier chef. Et c'est l'opportunité de faire exister les ports d'outre-mer dans cette communauté, qui ne sont pas si souvent que ça à l'affiche. Et au moment où la Commission européenne est en train de définir la nouvelle politique pour les régions ultra-périphériques, donc les outre-mer, c'était extrêmement important que la Guadeloupe soit à l'honneur. La deuxième raison qui rend cette distinction particulièrement importante, c'est l'implication du port sur le territoire, dans les communautés qui y vivent, à travers l'art, la culture, et c'est une dimension sur laquelle on aura certainement l'occasion de revenir. Au cours de cette série d'émissions, pourquoi avoir souhaité qu'il y ait une émission régulière sur le grand port maritime de Guadeloupe? C'est très simple, là aussi deux raisons très faciles à comprendre. La première, il y a une actualité foisonnante sur le grand port maritime de Guadeloupe. On en voit des échos à l'occasion d'actualités ponctuelles. Avoir une vue d'ensemble, c'était totalement nécessaire. Et puis la deuxième, c'est que je crois que le grand port maritime, bien qu'il soit assez régulièrement à l'affiche, n'est pas si bien connu que ça par les Guadeloupéens. Et c'est vraiment l'opportunité de le faire davantage connaître. On aura l'occasion au cours de cette série d'émissions de présenter justement l'activité du port. Mais voyons tout d'abord quelle est la relation de nos invités, M. Adélaïde et Mme Montantin, avec le grand port maritime. Quelle est votre relation avec cette institution? Écoutez, d'abord à travers un de mes métiers, disons le dernier que j'ai pleinement exercé en tant que PDG de la SACIBA, le port c'est vraiment le lieu, disons, des défis de la mise en place de ce que nous avons lancé en 2002, c'est-à-dire que nous avons été le premier port community system de la Caraïbe, c'est-à-dire un port où toutes les opérations de logistique, de douane, d'administration passent par un outil communautaire partagé entre tous les métiers, c'est-à-dire les douanes, les transitaires, les gestionnaires de magasins, etc., qui utilisent cet outil pour la dématérialisation totale de toutes les procédures. Donc ça a d'abord été professionnellement, évidemment, un terrain d'exercice passionnant, et puis ensuite, à travers l'UMEP, qui est l'Union maritime et portuaire de la Guadeloupe, qui existe depuis près de 30 ans, et qui a pour mission de promouvoir son port, et de faire en sorte que toutes les professions qui travaillent sur ce port travaillent en harmonie et en tout cas de travailler à faire en sorte que ça se passe le mieux possible dans l'intérêt de tous. Vous êtes donc l'un des partenaires du Grand Port Maritime de Guadeloupe. Monsieur Adélaïde, vous êtes aussi l'un des acteurs du développement de ce port puisque vous en avez été le président. Pour moi, point 3, d'abord, le port est dans la ville. C'est comme ça qu'il a commencé. Et donc, tous les Pointois ont une relation particulière, historique, si j'ose dire, avec le port de la Guadeloupe. En tant que Guadeloupéens aussi, puisque, comme vous le savez, nous sommes une île et même un archipel. Et donc, le port est un moyen de communication, que ce soit de passagers, que ce soit de marchandises. C'est un acteur incontournable de la vie de la Guadeloupe. En
décembre 2015, le port Guadeloupe, Port Caraïbes, fêtait ses 40 ans et a offert aux Guadeloupéens un grand show nautique. C'était sur le plan d'eau de la Darse, à Pointe-à-Pitre. Pour l'occasion, un film retraçant l'histoire du port a également été projeté au cours de ces festivités. Je vous propose de voir ou de revoir ce film, une plongée à travers l'histoire des ports de Folens, de Basse-Terre, de Jarry et de Pointe-à-Pitre, à la rencontre de certains acteurs de cette épopée. Nous célébrons cette année les 40 ans du port de la Guadeloupe. Mais notre histoire maritime et portuaire remonte bien avant, au début du XVIe siècle, avec l'arrivée des premiers bâtiments transatlantiques en Basse-Terre, jusqu'au port du petit cul-de-sac marin dans le bourg du Morne renfermé, bien à l'abri de la houle et des alizés, ce qui faisait déclarer à l'amiral Boué de la Paire: la sécurité de ce port est si grande que l'on peut éteindre les feux des navires, ce qui les rend plus habitables et économise le charbon. Au fil des siècles, nos différents ports se sont adaptés aux besoins des populations et à l'évolution du commerce maritime, ont subi des mutations. Une épopée riche et passionnante que je vous invite sans plus tarder à découvrir. Les côtes de Basse-Terre ont une longue histoire maritime. Dès le XVe siècle, elles sont une escale privilégiée pour les navires espagnols qui entreprennent la traversée transatlantique vers les Indes. À l'arrivée des premiers colons, en 1635, naît le port de Basse-Terre. Ils arrivent d'abord sur un mauvais site, celui de Pointe-Allègre, qu'ils vont d'ailleurs déserter assez rapidement pour se repositionner vers le sud de l'île de Guadeloupe. À ce moment-là, va naître la ville de Basse-Terre, mais le port ne ressemble en rien à ce qu'on connaît de façon actuelle. Ce n'est pas un port organisé sous forme de quai, c'est un port organisé à partir des cales. Les bateaux vont rester au mouillage au loin, des petits bateaux vont faire l'aller-retour. C'est dans la seconde moitié du XVIIIe siècle que le port prend sa véritable dimension, notamment à l'époque des corsaires qui ont lutté contre les Anglais et les Américains de 1794 à 1810 aux côtés de Victor Hugues. En armant des bâtiments corsaires, certains commerçants de Basse-Terre font fortune. Pourtant, durant cette période, le port de Basse-Terre n'évolue pas vraiment. C'est alors que les premières plantations sucrières apparaissent en Grande Terre. La création d'un port plus proche et mieux abrité que celui de Basse-Terre devient nécessaire. C'est ainsi que naît le port du Petit Cul-de-Sac marin en 1730. Le port de Pointe-à-Pitre est le rêve que tout marin a. C'est une grande rade, elle est protégée, elle est abritée, elle est entièrement repensée et ce sera une ville aussi purement américaine avec un dessin en damier caractéristique de l'architecture qu'on va retrouver sur le continent nord-américain. En 1760, sous l'administration du gouverneur d'Olivos, les marais sont remblayés et les premiers quais sont construits. Sous l'influence révolutionnaire, en 1794, le site est rebaptisé Port de la Liberté. La ville est à cette période une base corsaire importante. En 1903, la compagnie transatlantique fait construire un appontement en bois. Jusqu'au cyclone 28, le port de Pointe-à-Pitre est un comptoir commercial. Après le cyclone, des travaux sont entrepris pour apporter une autre dimension au port de Pointe-à-Pitre. Le port redémarre, a des activités, c'est déjà à cette époque-là un petit hub de transbordement. Arrive la Seconde Guerre mondiale qui met un brusque frein, un coup de frein d'arrêt à ce commerce qui était en plein développement. De 1926 à 1956, un homme génial, Louis Doulda, qui connaît Pointe-à-Pitre, commence à faire émerger les hangars, à mettre des outils pour le commerce à Pointe-à-Pitre, mais plus important, fait draguer le port de Pointe-à-Pitre.
À l'époque, tout se fait à la force des bras. Et il y a même des femmes dockers. Il fut un temps où les matériaux, le bois surtout, venaient de l'Amérique centrale. Alors c'était des petits bateaux qui venaient avec les bois, avec les planches, les madriers et tout. On déchargeait ça devant un cinéma qui s'appelait le Rialto avant. Dans la Darse, là, c'est où on débarquait les planches. Alors il y avait les femmes qui chavoyaient les planches pour aller les empiler sur la berge. C'est où je connais les femmes dockers, là. Mais seulement, c'est pas pour soulever les sacs de sucre, absolument rien, c'était pour classer le bois. En 1946, le port de Pointe-à-Pitre accède au statut de port départemental. La première gare maritime, siège actuel de l'autorité portuaire, est livrée en 1959. C'est désormais là que les voyageurs embarquent sur des paquebots pour la traversée transatlantique vers l'Hexagone. On mettait 8 jours pour regagner le Havre, mais à bord il y avait des soirées dansantes, des bigougots, enfin il y avait de l'ambiance, quoi. C'était amusant, quoi, qu'on était comme dans une grosse ville, quoi, comme dans une ville, hein. Vraiment c'était ça, on était étonnants, on ne comprenait même pas, hein. On dit, oh mais attends un peu, c'était vraiment comme si on avait changé de pays, qu'on était dans, tu vois, alors qu'en fait on était juste sur un bateau. Le port de Pointe-à-Pitre est également le point d'arrivée et de départ pour le cabotage avec les îles avoisinantes. Dans ces villes, la vie est rythmée par l'arrivée du bateau. On n'attendait que le bateau. Quand il y avait la fête de Saint-Louis, on n'attendait que le bateau. Nous, on était doués, on avait l'engagement d'aller chercher des barres de glace à Pointe-à-Pitre pendant que la fête battait. Et quand on revenait de Pointe-à-Pitre, hein, on emmène des glaces et les barres de glace, c'est tous les clients qui avaient commandé, eh bien, ils se battaient pour avoir la moitié d'une barre de glace pour la fête. À l'époque, Marie-Galante souffre d'un tel retard de développement par rapport à la Guadeloupe qu'il n'y avait même pas d'électricité. La construction à la fin des années 60 du port de Folens pour exporter le sucre produit par l'usine neuve de Grand-Anse permettra aux Marie-Galantais d'être alimentés en courant électrique. L'activité portuaire à Folens commence avec la nouvelle usine de Grand-Anse en 1966. Et avec les installations portuaires à Folens tournant avec de l'énergie électrique, l'EDF a envoyé le courant électrique par câble sous-marin à partir de Cap-Esther, Guadeloupe. La production et donc l'exportation de sucre diminue et l'activité sur le port de Folens évolue. Équipé d'un poste sucrier de 78 mètres et de 2 postes rouliers, le port de Folens, dont l'appontement sucrier a été en partie réhabilité en 1998, a fait l'objet de nouveaux travaux de modernisation qui ont débuté en 2000. En 2012, Guadeloupe Port Caraïbes s'est consacré à la création d'une zone logistique. Depuis, des aménagements ont également été réalisés pour mieux sécuriser le site, qui traite aujourd'hui près de 100 000 tonnes de marchandises par an. Revenons à Basse-Terre dans les années 60. L'exportation de la banane introduite sur les plantations du sud de l'île, suite à la crise sucrière mondiale, prend rapidement de l'ampleur. C'était vraiment l'époque héroïque où il y avait les chalands. En fait, la banane était amenée sur ses appontements, elle était descendue à bras d'hommes dans ces chalands, ces chalands étaient remorqués avec des remorqueurs qui étaient là, c'était leur boulot. Ils allaient à bord navire qui était ancré au large, et là-bas, sur ces bords de navires qui sont, comme vous savez, un navire c'est vertical, vous aviez des trapèzes, c'est-à-dire vous aviez des planches en bois qui étaient reliées par des cordes, et vous aviez des hommes qui étaient debout sur chaque planche. Et les régimes qui étaient des régimes à l'époque qui faisaient vraiment, c'était des régimes complets, c'était pas des petits cartons, c'était des régimes lourds, étaient à bras d'hommes, sans arrêt. Le bateau était chargé comme ça, et vous voyez les colis qui montaient sur le bord du bateau et qui arrivaient à l'intérieur des cales. Cette florissante activité bananière bénéficie à la ville tout entière, et tout particulièrement à certains quartiers qui deviennent incontournables. Bas-du-Bout, c'était le poumon
le poumon de Basse-Terre. Lorsqu'on venait à Basse-Terre, on demandait où se trouve Bas-du-Bourg. Vous aviez une ribambelle de petits commerces, de restaurants, de la vie de la nuit, les filles de joie qui étaient là. Il y en avait beaucoup parce que vous aviez, quand les manutentions étaient terminées, c'était 50, 60, 80, 100 personnes qui déboulaient du bateau et qui allaient à Bas-du-Bourg. C'est alors qu'au-dessus de la ville, le sommet de la Soufrière s'enfume. Face à la menace d'éruption en 1976, 76 000 personnes sont évacuées sur la Grande Terre. L'activité portuaire de Basse-Terre est transférée à Pointe-à-Pitre. Ce jour-là, il y avait un paquebot, un navire qui embarquait de la banane. Il était venu chargé de la banane. Et l'ordre a été donné d'évacuer. Donc ce bateau, ce gros navire, il a été réquisitionné sur le port. L'activité sur le port de Basse-Terre est complètement stoppée pendant 4 mois. À la reprise, le développement des échanges impose de nouveaux travaux qui sont rendus possibles par l'acquisition de 300 mètres de linéaire. Ce bel élan est hélas de nouveau brisé en 1979 par les cyclones David et Frédéric qui dévastent le port. En attendant les réparations, l'exportation de la banane est transférée à Baie-Mahault sur le site de Jarry, construit pour répondre à l'augmentation du trafic de marchandises qui, dès 1965, a dépassé les 600 000 tonnes. Le déplacement du port de Pointe-à-Pitre vers la zone de Jarry s'est fait en différents temps. Dans les années 60, des postes industriels ont été créés. D'abord le poste sucrier, puis le poste pétrolier, et puis enfin le poste minéralier. Mais on était sur des activités spécifiques, adossées à une zone quasiment vierge. Alors, une grande étude a été lancée avec l'aide du Fonds européen de développement dans les années 72-74. Et il en est résulté que effectivement la seule façon de développer fortement le port de Pointe-à-Pitre et de lui donner un avenir intéressant était le déplacer vers la pointe Jarry, où il y avait à la fois des profondeurs et où il y avait surtout des terrains disponibles. Les commerçants de Pointe-à-Pitre voient eux aussi une opportunité à se déplacer vers Jarry. Les gens qui se sentaient déjà à l'étroit, les commerçants de Pointe-à-Pitre, avaient déjà commencé à installer la zone industrielle de Jarry. Je pense à l'équipe de M. Gautland à l'époque, Rivier, et tous les gens qui étaient impliqués dans la chambre de commerce à l'époque, qui avaient commencé à construire des hangars. Les premiers, c'était les Gautland, la Palette, je crois, qui sont arrivés à Jarry et qui ont commencé à installer la zone industrielle de Jarry. Alors que naît la zone industrielle de Jarry, sur le port, le terminal à conteneurs est mis en service. Les premiers portiques arrivent en 1980. Estimé à 1 500 000 tonnes de marchandises en 1981, le trafic sur Jarry n'a cessé d'augmenter. Il atteint les 2,6 millions de tonnes en 1991 et avoisine les 3,5 millions de tonnes en 2014, soit 90% du trafic total de la Guadeloupe. Cette évolution croissante nécessite des travaux d'équipement et de modernisation en permanence. Dès 2009, le port s'est doté d'un quai roulier. Les portiques qui servent au déchargement doivent être adaptés aux bateaux dont la taille augmente. Le port fait l'acquisition de 2 portiques nouvelle génération en 2006, puis d'un 3e en 2010. En face, sur l'ancien port de Pointe-à-Pitre, le trafic cabotage avec les îles du Nord et du Sud de l'archipel est maintenu. Pour améliorer le confort des passagers, une nouvelle gare maritime interrégionale a été construite à Bergevin en 2002. C'est également ici qu'est implantée la base de réparation des grands yachts. L'activité yachtine a en effet bien évolué. Ville d'accueil de la désormais mythique route du Rhum, Pointe-à-Pitre a vu grandir le port de plaisance de la Marina, dont la gestion est confiée au port autonome depuis 1977. Les marinas de Bas-du-Fort ont créé, puisque le site s'implantait, il y avait l'entrée, c'était bien protégé, il n'y a pas de digue à faire. Et de là, la marina a démarré comme ça. Et la marina de Bas-du-Fort, maintenant, c'est une des plus belles marinas de la Caraïbe. Mais il y a eu du boulot, quoi. Il y a eu du boulot. Le port de Pointe-à-Pitre reçoit de nombreux bateaux de croisière et le nombre de croisiéristes est passé de près de 90 000 en 2010 à 300 000 pour la saison 2013-2014 sur l'ensemble de l'archipel. À Basse-Terre, dès 1993,
le port est équipé d'un poste de croisière. Depuis 2010, Guadeloupe Port Caraïbes a lancé un programme de travaux pour l'aménagement de l'interface ville-port. La dernière réalisation est la gare maritime inaugurée en 2015. Elle offre aux passagers empruntant la navette vers les Saintes un plus grand confort. Les manutentionnaires se sont spécialisés dans le trafic de marchandises en vrac et ce sont plus de 60 000 tonnes de marchandises qui sont traitées par le port de Basse-Terre. En 2012, le port autonome devient grand port maritime. C'est un décret du 2 octobre 2012 qui a fixé les conditions de la transition entre port autonome et grand port maritime, connu sous l'appellation grand port de la Caraïbe. Ce décret a fixé les conditions de la modification de la gouvernance par le passage d'un conseil d'administration et d'un directeur à un conseil de surveillance et un directoire. Le conseil de surveillance donc assure ou définit la stratégie et le directoire assure le management au quotidien du port autonome. Parallèlement ont été créés un conseil de développement portuaire qui a vocation à s'assurer à approuver cette stratégie et un conseil de développement interportuaire entre la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane pour assurer une coordination entre ces trois départements de la Caraïbe. Guadeloupe Port Caraïbes mène une politique d'investissement et de développement sur l'ensemble des ports de l'archipel pour répondre aux besoins économiques et à la modernisation du secteur du transport maritime. On est sur le site de Pointe-à-Pitre et en face de nous, on a Jarry. Alors Jarry, ce n'est pas le nouveau port, c'est le port des années 70-80, mais on attaque une nouvelle étape de développement du port. C'est le port nouvelle génération qui est en face de nous. C'est un port qui va permettre d'accueillir de plus gros navires parce que l'évolution du commerce maritime est marquée par cette croissance continue des navires. Donc les travaux qui ont démarré en début d'année, ce sont d'abord des travaux de dragage avec l'approfondissement jusqu'à 16 mètres de profondeur pour le chenal. Auparavant, c'était 12 mètres. Et puis l'aménagement de quais plus profonds, adaptés à des porte-conteneurs de nouvelle génération, ceux-là même qui sont aujourd'hui dans le canal de Panama. Le port est en croissance depuis de nombreuses années, mais pour continuer cette croissance, accéder à un nouveau palier, il faut pouvoir accueillir cette nouvelle génération de navires. C'est ça que l'on cherche à faire, spécialement en matière de transbordement. Le transbordement, c'est des conteneurs qui arrivent en Guadeloupe et qui repartent vers d'autres destinations. C'est une sorte de plateforme d'éclatement des marchandises pour la Caraïbe.
Nous venons de voir l'évolution de l'activité de commerce maritime et singulièrement du port depuis sa création. Nous parlerons dans un instant des défis que doit relever Guadeloupe Port Caraïbes. Mais quelle image ont les Guadeloupéens de cette institution? Nous sommes allés poser la question à quelques-uns d'entre vous dans les rues de Pointe-à-Pitre. Reportage. Quand on dit port autonome, je pense là-bas où on débarque croisière, tout ce de trucs. Et en cas c'est bon, en fait, si on est au grand port, on est touristes. D'accord. Et nous avons suffisamment de tourisme? Bon, en fait, en passant. Pour le moment, je pense que c'est bien. Il n'y a pas d'autre solution, c'est bien. Les gens peuvent partir en croisière, retourner, la surface est bien. Pour le moment, pour moi, c'est bon. Évidemment, on a le tourisme en Guadeloupe. Et j'ai entendu dire qu'il y en avait une partie des paquebots qui arrivaient à Basse-Terre. Bon, tant mieux, comme ça, pour la Grande Terre et la Basse-Terre, c'est bien. C'est plus équilibré. C'est plus équilibré, effectivement. Parce que les gens qui arrivent ici, s'ils veulent aller sur la Basse-Terre, ils perdent du temps. Parce que la journée, elle est courte quand il faut regagner le bateau à 17h. Ben, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Oui, donc ça fait aussi venir l'économie de la Guadeloupe. Donc faire vivre l'économie de la Guadeloupe en quelque sorte. Eh bien, ce que vous en pensez, dites-nous, quelle image vous avez du grand port maritime? Personnellement, j'y vais rarement. Je ne peux rien vous dire de là-dessus. Économiquement, il y a beaucoup de choses à faire pour économiquement. Ah ouais, parce qu'il n'y a pas de travail, c'est tout ça pour les jeunes et il n'y a pas grand-chose. Et puis après, le reste viendra. Pour les habitants de la Guadeloupe, ça serait un plus, c'est-à-dire qu'il y aura plus de travail. Il y aura un marché qui n'est pas négligeable, puisque il faut faire export et export. Et donc, c'est un débouché pour la Guadeloupe. Je pense qu'un nouveau port, c'est une nouvelle créative d'emploi, tout ça. Donc, je pense que c'est un avantage pour la Guadeloupe. Oui, on entend qu'il y a la grève. Pour les jeunes, ça peut être un débouché, bon, si on s'intéresse vraiment. Et bon, c'est chaque fois qu'il y a un changement de tête, qu'on entend parler, plus de l'exportation, importation, mais au niveau de la Guadeloupe, je peux dire que oui, ça peut apporter un plus par rapport au marché, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup trop de marchés étrangers qui rentrent en Guadeloupe. Mais sinon, oui, ça peut rester une voie de débouché pour les jeunes. Le port, dans le port autonome là qu'ils sont en train de faire là, on aurait pu avoir plus de jeunes pour pouvoir, comment la dame vient de dire, une scout diplômée. Non, parce que même sans diplôme, pas forcément. Tu vois, même sans diplôme, sans expérience, pour pouvoir leur donner un travail, pour pouvoir avoir une amélioration en Guadeloupe. Qu'est-ce que tu attendrais, en fait, quel changement toi en tant que jeune tu vois qu'on peut faire pour le port? Plus d'animation, plus de pub, voilà, pour attirer les gens. C'est pas que les gens qui sont dans le port pour venir, peut-être nous aussi, nous le public, voilà, pour mieux attirer, pour mieux découvrir qu'est-ce qu'il y a dans le port. On a vu la réaction de ces Pointois, de ces Guadeloupéens sur l'image qu'ils ont du port Guadeloupe Port Caraïbes. Ne pensez-vous pas, M. Salin, que le port souffre d'un déficit d'image? C'est toujours très compliqué, l'image de Guadeloupe Port Caraïbes. Est-ce que c'est une institution? Est-ce que c'est une entreprise? Il y a cette difficulté à stabiliser l'image parce que c'est un peu des deux, finalement. Aujourd'hui, il faut avoir en tête que Guadeloupe Port Caraïbes, c'est une petite centaine d'emplois. À l'échelle du port, c'est à peu près 1 millier d'emplois directs. Et à l'échelle de la Guadeloupe, c'est environ 12 000 emplois directs, indirects, induits. Donc on voit bien que les questions d'emploi, elles se posent à l'échelle de toute la structure logistique de transport et de valeur ajoutée autour du port, mais pas dans le port spécifiquement. Moi, ce que je retiens aussi du micro-trottoir, c'est cette envie de découvrir, cette envie de mieux connaître, cette envie d'être plus proche du port. Et je ne peux que souscrire à cet objectif. C'est aussi une des actions que l'on conduit. Madame Montantin, qu'est-ce qui a retenu votre attention dans ces réactions que nous avons recueillies? Écoutez, moi j'ai trouvé qu'il y a quand même un très grand progrès dans la manière qu'ont les Guadeloupéens, beaucoup de Guadeloupéennes d'ailleurs, de voir le port. L'aspect économique est vraiment crucial, c'est ce qui apparaît, mais à part une dame qui a dit oui le port c'est les grèves, mais non j'exagère, enfin elle s'est reprise, c'est vrai que depuis quand même quelques années, le port commence à être reconnu comme un outil économique absolument incontournable, ne serait-ce que parce que nous recevons 95% de ce que nous consommons
évidemment, nous essayons de faire mieux, tout le monde essaie de faire mieux, mais c'est la réalité. Et tout le monde est bien conscient que derrière le port lui-même, comme vient de dire M. Salin, il y a tout, évidemment, ce que ça induit de développement économique au niveau du tourisme, au niveau des transports terrestres, etc. etc. Et il n'est que de voir, lorsqu'il y a l'accueil d'un paquebot comme celui qui est derrière nous, eh bien, tout ce qui rentre sur le port et tout ce qui sort sur le port de personnes qui vont aller découvrir la Guadeloupe. Donc c'est extrêmement important et je suis vraiment agréablement surprise par les réactions des personnes qui ont été interrogées. Finalement, le port, M. Adélaïde, a une image plutôt positive. Moi, ce que je retiens, c'est que d'abord, tout le monde sait ce qu'est le port de Guadeloupe. Personne ne vous a dit, le port, qu'est-ce que c'est? La deuxième remarque, c'est que par rapport à il y a une quinzaine d'années, l'image du port a quand même considérablement changé. Il y a 15 ans, on ne parlait que des grèves à répétition sur le port. Aujourd'hui, on parle du port en termes plutôt positifs. Et la troisième chose, c'est qu'il y a une attente de la part des Guadeloupéens sur l'action du port en termes de développement économique et évidemment d'emploi, puisque c'est la question numéro 1 ici en Guadeloupe. Or, comme il a été rappelé par le président du directoire, le port ne crée pas que les emplois directement en interne. La communauté portuaire, alors je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais à l'époque c'était de 1500 personnes à peu près. Aujourd'hui c'est peut-être un peu plus. Donc autour du port, les acteurs portuaires sont beaucoup plus importants que les 150 salariés directs du port. Monsieur Adélaïde, en tant qu'ex-président du port, mais également en tant que chef d'entreprise, vous avez été témoin et même acteur de la mutation du port de Guadeloupe. Quel regard est-ce que vous portez, vous, sur l'évolution, sur la mutation du port, sur l'évolution des métiers? D'abord, l'évolution a été continue. Depuis la création de l'établissement port autonome de la Guadeloupe en 1975, on a cessé de progresser en termes d'implication du grand port de la Guadeloupe sur l'ensemble de l'économie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Le port gère une grande partie de la façade maritime de ce que j'appellerais la grande agglomération pointoise, si vous voulez, hein. Bémao, Pointe-à-Pitre, Gosier. Et forcément, il sera un acteur de ce développement. Car aujourd'hui, les communes ont besoin de se tourner vers leur façade maritime, ce qui n'a pas toujours été le cas. Alors, ça a été le cas un peu pour le Gosier en termes de développement touristique hôtelier, mais ça a été quand même limité. On voit aujourd'hui que les pouvoirs publics prennent la chose autrement et veulent utiliser leur façade maritime pour développer leur activité. Et Pointe-à-Pitre n'a aujourd'hui qu'une seule issue, c'est sa façade maritime. Et donc le port sera forcément un acteur majeur entre la volonté politique des Pointois et des élus pointois et puis l'utilisation de cet espace maritime. Alors, le film que nous avons vu en début d'émission montre bien l'histoire du port, montre le lien qu'il y a entre le dynamisme de Basse-Terre et l'activité portuaire, tout comme le développement de la zone de Jarry avec l'installation du port à Bémao. De façon globale, Madame Montantin, quel est selon vous le poids de Guadeloupe, pôle Caraïbes dans le développement économique de l'archipel? Est-ce que c'est un rôle moteur pour le développement de l'archipel? Oui, c'est un moteur, parce qu'il y a derrière toute la chaîne de distribution de ce que nous importons pour notre consommation. C'est un moteur parce que la croisière qui est en train de se développer et que le port va devoir accueillir de plus en plus de bateaux, donc ça pose quand même un certain nombre de problèmes, mais qui sont déjà sur la table et qui j'espère vont être résolus. Et bien derrière, il y a tout le tourisme qui en découle. Et il y a là vraiment un enjeu économique extrêmement fort. Donc je dirais que le port est indispensable, il est vital pour nous, mais il peut jouer
véritablement les locomotives dans certains secteurs du tourisme et pour la connaissance de la Guadeloupe en général. Parce que la Guadeloupe est très connue par ses sportifs et par un certain nombre de choses, mais de plus en plus, en Europe et dans la Caraïbe, la Guadeloupe est connue à travers son port, à travers ses activités et à travers ses compétences. On parlera, vous parliez de croisière, on parlera de croisière dans cette série d'émissions, on parlera également de la politique environnementale du port. On vient de voir l'intérêt pour l'archipel de l'activité portuaire, vous le disiez, qui génère plus de 12 000 emplois directs, indirects et induits, mais le développement de cette activité et les travaux notamment engagés pour l'élargissement du chenal, d'entrée du port, ont suscité l'inquiétude des marins-pêcheurs, des socioprofessionnels de la mer, mais également de certains défenseurs de l'environnement. Qu'est-ce qui a été fait, M. Salin, pour maîtriser l'impact de ces travaux sur l'activité pêche et sur l'environnement? La première difficulté, c'était d'avoir une relation de confiance avec les parties prenantes. Ce sont des grands travaux à l'échelle du port de la Guadeloupe. Ce ne sont pas forcément des grands travaux à l'échelle d'un autre port parce que la Guadeloupe n'a pas eu beaucoup l'habitude de conduire des travaux de cette ampleur-là. Et donc l'inquiétude était légitime. Ce que nous nous sommes employés à faire, c'est à tisser des liens de confiance qui perdurent aujourd'hui et qui perdurent parce que tout ce qui a été étudié, anticipé, modélisé, c'est exactement ce qui s'est passé. Aujourd'hui, c'est plus facile de le dire parce qu'on peut le mesurer. À l'époque, c'était compliqué. Et donc à l'époque, pour que cette confiance s'instaure et soit solide, écoutez, il a fallu que le port aille plus loin que ce qu'il avait fait jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'il tienne aussi son rôle, qu'il assume ses responsabilités en matière d'accompagnement des filières économiques qui vivent autour du port, disons, dans la sphère de l'économie maritime. Et c'est ce que nous avons fait avec les marins-pêcheurs. Nous leur avons proposé de les aider par des moyens d'ingénierie, par des moyens financiers aussi, à débloquer des sujets qui étaient extrêmement importants pour eux. Et c'est ce que nous sommes en train aujourd'hui de faire avec la création de récifs artificiels, avec un très bon partenariat pour le réensemencement en poissons des fonds marins, avec la modernisation des dispositifs de concentration des poissons et plein d'autres initiatives. Et marcher ensemble, avoir des projets communs, c'est ça qui crée la confiance. Et puis, sans doute une dimension qui a été insuffisamment perçue en 2014, c'est que le Grand Port Maritime est là depuis des années, des dizaines d'années, qu'il est là encore pour des dizaines d'années. C'est donc un partenariat solide, fiable, avec lequel on peut construire. C'est exactement ce qu'on a fait et ce qu'on continue à faire aujourd'hui sur plein de sujets, et notamment avec le cluster maritime, sur d'autres filières de l'économie maritime. Nous développerons d'ailleurs la politique environnementale du port au cours de la prochaine émission. Monsieur Adelaï, vous avez commencé à en parler tout à l'heure. Quelle est selon vous l'évolution attendue du Grand Port Maritime de Guadeloupe et quels sont les atouts qui peuvent permettre que ce port-là devienne un port leader dans la Caraïbe? Alors, ce port, il faut le comprendre, est situé au milieu de l'arc antillais. De ce point de vue, il a un atout majeur dans le contexte du développement du transport maritime. On sait qu'aujourd'hui les bateaux sont de plus en plus gros, importants. Je rappelle que le Panama a créé un deuxième canal spécialement pour le passage de ces gros navires. Et ces gros navires vont avoir besoin d'un port de redistribution. Donc ceux qui seront prêts à recevoir ces gros navires auront un développement économique de ce fait-là, puisqu'ils pourront être ports de redistribution. Le projet de grand port maritime pour la Guadeloupe est de ce point de vue important. Alors, ce sont des projets qui sont longs à mettre en œuvre. En général, quand on se met en œuvre sur une réflexion, il faut 10, 15, voire 20 ans pour leur réalisation. Aujourd'hui, nous avons cette chance d'avoir ce projet enfin achevé, car je vous passe sur les circonvolutions de réflexion. On est parti d'un grand port qui devait avoir lieu du côté de Port-Louis. Pour des raisons écologiques, ça a été freiné. Aujourd'hui, on est sur un projet qui a été adopté à peu près par tout le monde. Il faut donc que les Guadeloupéens comprennent que c'est la chance pour la Guadeloupe d'avoir un développement économique qui lui permette précisément de répondre à l'attente
des Guadeloupéens en termes notamment d'emploi. Madame Montantin, vous avez été PDG de SACIBA, qui est à l'initiative de Clovis, de BK également, la bourse électronique du cabotage caribéen. Ces solutions qui sont développées ici en Guadeloupe constituent-elles des atouts qui peuvent permettre au port de se positionner en leader face aux autres ports de la Caraïbe? Alors, le grand port maritime de la Guadeloupe est déjà un exemple pour les ports caribéens, car le port est membre de la Caribbean Shipping Association, comme l'UMEP d'ailleurs, qui en est membre de plein droit. Et les résultats du port, il y a chaque année un concours et où l'on doit évidemment prouver, montrer ce qu'on a fait. Et le grand port maritime de Guadeloupe, pour 8 années de suite, a reçu des prix qui l'ont véritablement qualifié parce qu'il est un exemple. Il est un exemple au niveau de ses possibilités d'accueil, il est un exemple au niveau de la manière dont il traite les questions de protection de l'environnement, qui sont de véritables défis, mais pour la Guadeloupe tout entière. Comment se développer tout en protégeant cette biodiversité? Ce n'est pas que la problématique du port, c'est une problématique générale. Maintenant, M. Adélaïde a effectivement parlé du canal de Panama. Au départ, lorsqu'il y a eu ce projet de creusement du chenal, il y a eu véritablement une levée de boucliers parce qu'il y a eu certaines personnes qui ont lancé des images, nous allions être inondés de conteneurs. Non, la problématique était la suivante. Si le grand port maritime de la Guadeloupe n'avait pas été capable d'acquérir une profondeur plus importante pour les navires, pour le tirant d'eau des navires, eh bien, les compagnies maritimes, et particulièrement la CMA-CGM, seraient arrivées en Martinique, qui est un port en eau profonde naturellement, et ensuite les marchandises seraient arrivées chez nous, et c'est évidemment beaucoup plus cher, et nous serions revenus dans une relation à la Martinique telle qu'elle existait au XVIIIe siècle, où nous produisions par exemple du café qui partait pour la Martinique et de la Martinique qui arrivait au port de Bordeaux. Donc voilà. Donc il y a véritablement une question vitale pour le creusement de ce chenal. Maintenant, effectivement, l'enjeu, c'est de continuer le projet, parce que le projet n'est pas totalement finalisé. Il y a encore beaucoup de défis, et pour pouvoir être prêt à toute éventualité. On a vu avec Irma et Maria comment du jour au lendemain, beaucoup de choses peuvent être bouleversées, et il y a aussi pas mal d'opportunités qui peuvent être saisies par le grand port si ces infrastructures lui permettent de faire une offre d'accueil et une offre de service. Quelle est justement votre stratégie, M. Salin, pour le développement du transbordement depuis le terminal de Jarry? D'abord pour dire que le transbordement, ce n'est pas une finalité en soi, c'est un levier. Je crois que Michel Montantin l'a très bien dit. Le sujet, ce n'est pas d'accueillir des millions de conteneurs. Le sujet, c'est de tenir un rôle principal, un rôle majeur dans notre région caribéenne et vis-à-vis de l'Europe. Donc le transbordement, c'est un levier qu'on utilise, mais le nerf de la guerre, c'est les infrastructures, c'est d'être un port extrêmement moderne, avec des tirants d'eau adaptés au marché des navires d'aujourd'hui. Et depuis 40 ans, la taille des navires ne fait qu'augmenter. Mais c'est aussi tout ce qui va avec, c'est un écosystème économique, je ne vais pas dire industriel parce que ce n'est pas tout à fait l'échelle de la Guadeloupe, mais économique. Et quand la Guadeloupe se déplace à la Caribbean Shipping Association, ce n'est pas le port qui se déplace, c'est la communauté portuaire, et je dirais même c'est le monde économique de la Guadeloupe qui montre ce qu'il est capable de faire, qui dit aussi dans quelle direction il évolue. Et je crois que ce rôle moteur, ce rôle d'impulseur d'orientation, il est fondamental. Je prendrai juste un exemple. Michel Montantin a parlé de la biodiversité. C'est un sujet qui écrase tous les autres sujets aujourd'hui en Europe continentale, qui en est à ses tout débuts dans la Caraïbe. À nous de montrer la voie. C'est une menace qu'on peut convertir en opportunité. C'est exactement ce que l'on fait depuis plusieurs années ici en Guadeloupe, dans le port et avec la communauté portuaire. Et c'est ce rôle moteur, ce rôle d'orientation des tendances et pour tout dire des schémas économiques de la Caraïbe qu'il faut qu'on assume pleinement. Pour clore cette émission, on va clore avec vous, M. Salin. Que sera le grand port de Guadeloupe dans quelques années? Laissez-moi rêver.
C'est trop difficile de répondre à la question sinon. Alors, je vous dis qu'ici, on ne pourra plus tenir ce plateau comme on le tient aujourd'hui avec les bateaux de croisière, parce qu'ici, ce sera un mall, ce sera une promenade ouverte à tous les Guadeloupéens, qui sera un formidable lieu d'échange avec des restaurants, des bars, des animations, des spectacles de rue, tout ce que mérite Pointe-à-Pitre et la Guadeloupe en termes de front de mer, en termes de vitrine pour aller à la découverte du reste de l'archipel. Ce sera aussi un terminal à conteneurs et à marchandises extrêmement moderne qui aura fait sa mue en termes d'énergie. On ne pourra plus continuer à importer du charbon, du pétrole. On sera passé à autre chose et ça se passera en face toujours parce que c'est là que sont les infrastructures. Ce sera aussi un port archipel avec Folens à Marie-Galante, avec Basse-Terre, avec une capacité à proposer des offres calibrées selon les différents marchés, plus qu'aujourd'hui. Et puis ce sera un port de la nouvelle économie avec dans les pas des signes précurseurs qui ont été donnés en 2002 par CEIBA en Guadeloupe, une numérisation au-delà des échanges, une numérisation de toute cette économie. On vient de décerner des prix dans le cadre d'un hackathon, un concours de développement d'applications numériques, où on voit que le potentiel est formidable, y compris sur la croisière, où on en est juste à installer un réseau Wi-Fi pour l'instant pour la croisière. Demain, on aura une capacité à proposer des offres touristiques en réalité augmentée, en exaucant plus facilement les souhaits de visite et de consommation, parce que le rôle économique reste là. Il s'agit de fixer de la valeur économique en Guadeloupe avec le port. On pourra le faire de façon beaucoup plus performante demain qu'aujourd'hui. Et dans un environnement, moi j'y crois complètement, qui sera de meilleure qualité en termes de biodiversité que ce qu'on a aujourd'hui. On est aujourd'hui lancé avec l'université, avec un certain nombre de start-up en Guadeloupe sur des procédés de reconquête de la biodiversité. Moi, je suis convaincu que dans 10 ans, dans 15 ans, on sera à l'échelle, à grande échelle, en train d'implanter ces solutions pour consolider et reconstruire les récifs et aider aussi à avoir des stocks de poissons complètement différents que ceux qu'on connaît aujourd'hui. Voilà un panorama, vous l'avez vu, extrêmement large, mais qui symbolise assez bien la vocation du port, qui est sans doute dans son cœur de métier une vocation logistique, mais qui a surtout vocation à accompagner de nombreux développements nécessaires de la Guadeloupe, de tout l'archipel. Merci beaucoup, Monsieur Yves Salin. Je rappelle que vous êtes président du directoire de Guadeloupe Port Caraïbes. Merci également à Monsieur Adélaïde, entre autres ancien président du port. Merci, Madame Montantin, ex-PDG de CEIBA. Merci à vous trois d'avoir contribué à la première de cette émission. C'est juste le premier épisode de l'épopée du Grand Port Maritime de Guadeloupe. La prochaine émission sera consacrée à la politique environnementale du port et donc nous pourrons développer plus largement ce dont nous avons parlé pour cette première. Je vous remercie de nous avoir regardés. On se retrouve dans un mois.